Je vais vous parler de convexité discrète et puis d'essayer un petit peu de voir si on peut avoir de nouvelles définitions parce que celles qui existent posent problème. Alors, pourquoi on s'intéresse autant peut-être à la convexité discrète dans notre cas, alors même qu'elle a des défauts? C'est principalement parce qu'on cherche à essayer d'analyser la géométrie d'objets, mais on n'a pas d'outils différentiels pour regarder localement ce qui se passe. Ou en tout cas, les outils différentiels ne répondent pas bien aux questions qu'on se pose naturellement, donc par exemple de courbure, de plan tangent, d'identification de zones plates ou des choses comme ça. Et donc c'est pour ça que la convexité a été beaucoup étudiée, et notamment lié à des questions de planarité, de droite, de plan. Et on a pu le voir ça dans les dans les présentations précédentes, dans les exposés précédents, pardon. Donc j'en arrive à la définition de convexité, on va dire naturelle, dont on a un petit peu déjà parlé avant, mais en gros l'idée c'est si on a un ensemble de points discrets, on va dire qu'un ensemble est convexe discret au sens naturel si lorsqu'on prend l'enveloppe convexe de ces points et qu'on réintersecte avec l'espace ZD, eh bien on retombe sur les mêmes points. Et voilà, donc ça c'était une définition qui est assez naturelle. Ça donne des choses comme ça. On voit bien, par exemple, l'objet à gauche, la X qui nous paraît moins convexe, on va dire, va effectivement va effectivement ne pas être un convexe discret. Et par contre, si on regarde maintenant un objet un peu plus fin, donc l'objet X, on s'aperçoit que lui, il est bien considéré comme un convexe discret, alors même que, par exemple, il n'est pas codex. Donc du coup, ça pose un peu des problèmes parce que dans le cas réel, évidemment, convexité implique connexité, donc déjà on a des petits problèmes. Et puis algorithmiquement, ça devient très gênant en fait, si on peut avoir des points qui sont éparses et qui pourtant font partie d'un objet, quoi. Donc comment définir correctement le bord d'un objet? Alors, donc on n'a pas la connexité. Alors, du coup, qu'est-ce qui a été fait assez naturellement? Eh bien, on a rajouté la notion de dire, ben voilà, on rajoute que pour être convexe discret, il faut en plus qu'on soit connexe. Et effectivement, comme ça a été rappelé d'ailleurs précédemment, ben en fait, le fait de rajouter ça, ça va rendre équivalent plein de définitions en 2D. Donc, très bien, on est relativement content. Mais malheureusement, ces définitions s'étendent très mal en dimension 3. Hein. C'était déjà reconnu dans des papiers de Kim dans les années 80. Donc, alors pourquoi ça ne s'étend pas bien? Parce que, bon, par exemple, à gauche, on a bien un objet qui est convexe, hein, on voit, c'est une sorte de boule discrète, mais à droite, l'objet est considéré comme convexe, mais si on le coupe par un plan Z égale quelque chose, là, vous voyez que la partie supérieure se redéconnecte en fait. Donc on n'a plus une connexité lorsqu'on prend des coupes dans l'objet. Et donc là encore, ces définitions, en fait, on a de la peine un petit peu à les amener en dimension supérieure. Et d'ailleurs, ça a plein de problèmes pratiques. Donc, nous, on va essayer de proposer une nouvelle définition qui va même résoudre en fait ces problèmes-là. Alors, juste avant de présenter cette définition, j'ai besoin d'introduire deux éléments essentiels. Bon, le premier élément essentiel, c'est qu'on ne va pas juste s'intéresser aux points discrets, donc de z puissance d, on va aussi s'intéresser en fait à ce qui se passe entre les points, et en fait on va fabriquer le complexe cubique à partir de tous ces points-là. Donc, dit autrement, on va voir ces points discrets comme des sommets d'un complexe cubique, et puis on va rajouter tous les petits segments unitaires comme étant des arêtes de ce complexe cubique. On va rajouter les faces. Si on est en dimension 3, on va rajouter les cubes, etc. Et donc, on va fabriquer ce qu'on appelle un complexe cubique qui est finalement une partition de l'espace. Mais autrement, on a rempli l'espace. Hein, c'est ça qu'on a fait. Et on a un deuxième objet qu'on va définir qui est le complexe d'intersection avec un sous-ensemble de RD. Donc, si on a un sous-ensemble de RD, on va s'intéresser à toutes les cellules toutes les cellules qui vont intersecter Y. Alors, on ne va pas juste regarder la cellule, on va regarder la fermeture de la cellule. Donc, on va imaginer qu'on va prendre l'adhérence de la cellule.
et on va regarder toutes les cellules du coup qui intersectent notre Y. Alors, vous voyez sur l'exemple, on a des cellules de dimension 0 qui intersectent Y, des cellules de dimension 1 et des cellules de dimension 2, hein, qui sont respectivement en vert, bleu et rouge. Alors, une fois qu'on a ça, on peut arriver à définir ce qu'on appelle la convexité pleine. Alors, comment on la définit? Alors, on la définit en deux temps. On va d'abord définir une convexité par dimension, en commençant par la dimension 0 et puis en allant jusqu'à la dimension de l'espace. Et, qu'est-ce que c'est cette définition? Ben, c'est assez simple. On va regarder est-ce que les 0 cellules qui intersectent X sont les mêmes que les 0 cellules qui intersectent l'enveloppe convexe de X. Donc ça, c'est en cas de dimension 0. Et puis on va se poser la même question sur les une cellule, et puis on va se poser la même question sur les deux cellules, etc., jusqu'à la dimension D. Et si c'est vrai pour toutes les dimensions, on dira que l'ensemble est convexe plein. Alors, en fait, pour la dimension k égale 0, cette définition-là correspond exactement à la définition usuelle de la convexité digitale. Et si sur l'exemple que j'ai donné ici, on voit bien qu'effectivement les deux sont identiques, donc notre objet X est 0 convexe. Si on regarde maintenant les une cellules qui sont intersectées, eh bien, on voit que à gauche, eh bien, on intersecte tout un ensemble de une cellule, et puis à droite, si on regarde les une cellule intersectées, ben oui, c'est les mêmes, donc notre objet est bien inconvexe. Et puis maintenant, si on regarde les deux cellules, ben, pareil, on va observer que notre convexe est deux convexes. Donc on dit que notre ensemble discret X est convexe plein. Alors pourquoi c'est une définition qui est intéressante? Parce qu'on va voir que tous les convexes naturels, entre guillemets, ne sont pas convexes pleins. Et on va reprendre l'exemple d'un ensemble qui est en fait zéro convexe, donc qui est naturellement convexe, mais vous voyez qu'il n'est pas connexe. Alors il est bien zéro convexe, mais quand on regarde les intersections avec les une cellules, on voit bien qu'il n'est pas un convexe, et puis on voit bien aussi qu'il n'est pas de convexe. Donc en fait, on doit être capable un petit peu de distinguer, vous voyez, de différentes classes de convexité dans les différents ensembles convexes ou les différents ensembles qui existent. Et en fait, on peut vérifier que la convexité pleine élimine tous les ensembles convexes qui sont un peu trop fins selon une certaine dimension. Et ce que je viens de vous dire, c'est vrai en dimension quelconque. Alors, on va le vérifier que c'est vrai en dimension quelconque en montrant des propriétés en fait, qu'a la convexité pleine. Alors, on va commencer par des propriétés topologiques. Alors, donc, on va commencer par quelque chose qui nous intéresse, qui est donc la connexité digitale. Et en fait, on a la propriété que tout ensemble discret X qui est convexe plein est connecté, en fait. Alors, il est déconnexe au sens, alors, on va dire, c'est la connexité la plus légère en digital. On serait en dimension 2, on appelle ça en général la 8 connexité, on serait en dimension 3, on appelle ça la 26 connexité dans la tradition à la Rosenfeld. Alors, pourquoi c'est vrai? Alors, la preuve, en fait, on peut la résumer ainsi. On veut essayer de montrer qu'un convexe qui est un convexe plein est déconnexe. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donc se donner deux points de x et on va essayer de construire un chemin qui est à l'intérieur de l'objet et qui sera connecté. Et du coup, on aura prouvé la connexité. Alors ça se fait assez simplement. Si on a pris deux points, on sait que le segment XY, eh bien, il intersecte tout un ensemble de cellules le long de son chemin, et on sait que ça va vraiment intersecter toutes les cellules et que chacune des cellules correspond au complexe d'intersection. Mais comme on est sur le complexe d'intersection de l'enveloppe convexe, eh bien, on sait qu'il est égal au complexe d'intersection de X lui-même. Donc, ça induit que chaque cellule touche au moins un coin, au moins un de ces coins qui est dans la forme. Et après, comme deux cellules qui se suivent sont face l'une de l'autre, eh bien, on sait que les deux points qui se suivent, ils partagent un cube, donc ils sont connectés au sens de la déconnexité. Et donc, vous voyez, on obtient à la fin qu'on a bien un chemin entre n'importe quelle paire de points dans notre ensemble. Donc ça, c'est pas mal, la connexité.
Mais en fait, on peut faire beaucoup mieux. On peut avoir ce qu'on appelle, on peut avoir la simple connexité, qui est une connexité plus forte dont un petit peu Alexandra nous a parlé. Et donc, l'idée, c'est pareil, on va essayer on trace un lacet dans notre forme. Alors, évidemment, les convexes discrets ne sont pas simplement convexes, c'est le corps de leur intersection. C'est-à-dire que si on regarde l'ensemble des cellules qui le couvrent et qu'on prend l'union de ces cellules, ça forme un sous-ensemble de RD. Et donc, on va regarder tous les lacets possibles dans ces sous-ensembles de RD et on va montrer que tous ces lacets sont contractiles, c'est-à-dire qu'ils peuvent se réduire à un seul point. Alors, la preuve a des points communs avec la précédente. En gros, ce que l'on commence à faire, c'est identifier toutes les cellules intersectées. Une fois qu'on a toutes les cellules intersectées, on a tout un ensemble de coins qui correspondent aux cellules intersectées. Du coup, on va avoir une contractibilité en fait, de notre chemin bleu vers ce chemin entre guillemets discret. Et après, une fois qu'on a ce chemin discret, ce chemin-là, il est à l'intérieur de l'enveloppe convexe des points. Donc, comme on est à l'intérieur d'un convexe, eh bien, on sait que c'est contractile. Et du coup, on a une composition d'homotopie qui va nous faire que le tout est contractile. Voilà donc pour la connexité. Alors maintenant, on a donc de très bonnes propriétés sur cette convexité. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on peut la calculer? Vous voyez, c'est toujours un problème quand on a des choses intéressantes, mais qu'on ne peut pas calculer les choses. Alors, je ne vais pas vous démontrer pourquoi ça marche. Par contre, je vais vous montrer comment on peut la calculer. Alors, ça va se faire en deux temps. Je vais définir une sorte de somme de Minkowski discrète pour tout ensemble alpha. Alors, alpha, ça va être un ensemble de directions qu'on va se donner. Donc, les directions, c'est des axes, vous voyez, puis on va dire, par exemple, on va essayer de calculer un U alpha avec un ensemble de directions. On va avoir une notation qui va définir la translation selon un axe. Et par exemple, donc si je regarde l'ensemble si je regarde, donc, je vais avoir une sorte d'opération récursive qui va être capable de me calculer une sorte de somme de Minkowski discrète suivant des différentes dimensions. Et je vous montre les résultats ici parce qu'il me semble qu'on comprend mieux à partir finalement de ce que ça fait qu'à partir de la définition. Mais l'idée, c'est voilà, si alpha c'est l'ensemble vide, ben, c'est un U, l'ensemble vide de X, ça ne va pas changer votre ensemble X. Si alpha, c'était juste une direction, eh bien, tout simplement, on va dupliquer les points qu'on avait d'un cran dans la direction qu'on s'est donnée. Et donc, ça nous donne l'ensemble U1, par exemple. Si vous voulez faire U2, ben, c'est pareil, mais dans d'autres directions. Et si vous voulez faire U1,2, ben, on a deux choix, soit le calcul à partir de U1, soit le calcul à partir de U2. Mais vous voyez qu'à la fin, ben, on a finalement redupliqué les sommets qu'on avait déjà dupliqués. Voilà. Donc ça, il faut imaginer du coup qu'à partir d'un ensemble X, on est capable de fabriquer un nouvel ensemble de points discrets. Et ce qu'on a comme caractérisation, c'est que, qui est complètement équivalente à la précédente, mais qui va être beaucoup plus facilement calculable parce qu'on n'a pas des intersections avec des cellules à calculer, on va juste avoir des enveloppes convexes simples à calculer. C'est de dire qu'on est, par exemple, on est cas convexe si et seulement si, lorsque je regarde le U alpha de X et je regarde l'enveloppe convexe de ce U alpha de X réintersecté avec l'ensemble des points discrets, eh bien, je tombe sur les mêmes éléments. Et donc, pour revenir à l'exemple initial, vous voyez qu'on avait U1 de X qui a une certaine forme, sur cet ensemble qui est zéro convexe X, mais on voit bien que si je prends l'enveloppe convexe de U1 de X, eh bien, il y a un point, vous voyez, qui est dedans qui serait en plus, et donc ils sont bien différents, et en fait, ces deux éléments ne sont pas inconvexes. Vous voyez, voilà, c'est simplement ça que l'on fait. Donc en réalité, ça induit un algorithme simple de calcul en dimension quelconque, puisqu'il suffit d'avoir un algorithme de calcul de l'enveloppe convexe d'un ensemble de points en dimension quelconque. Donc ça existe, c'est Quickle, et par exemple, c'est implémenté dans Digital depuis peu de temps. Et puis, il faut juste après un algorithme d'énumération qui va regarder est-ce que les points discrets sont à l'intérieur du polytope ou pas.
Donc ça peut être un petit peu lent. Donc chez nous, on peut le borner par la boîte englobante, en fait, parce que tout simplement, on parcourt la boîte englobante parce qu'on sait qu'on s'intéresse à des ensembles qui sont connexes. Vous voyez, ça limite considérablement la complexité d'énumérer les points discrets à l'intérieur. Donc, en fait, on a une façon de calculer tout ça. Alors, maintenant, je vais arriver à présenter rapidement quelques petites applications de tout ça. Alors, première chose, vous savez tous ce que sont les plans arithmétiques, donc en dimension quelconque ici. Hein, donc, ça correspond aux droites discrètes, aux plans discrets en 3D, mais aussi on peut monter en dimension. On a une certaine épaisseur que l'on se donne dessus. Alors, suivant l'épaisseur, ça va donner ce qu'on appelle des plans naïfs ou des plans standards. Enfin, il y a toute une terminologie et une zoologie. Et nous, ce que l'on a comme résultat, c'est que les plans arithmétiques sont convexes pleins dès lors que l'épaisseur est plus grande que la norme du vecteur infini. Dit autrement, c'est dès lors qu'on est des plans naïfs, en fait, on est convexe plein. Donc ça, c'est très bien, parce que ça veut dire qu'on a tout ce qui est théorie, qui va avec, hein, qui vient derrière, où on rentre dans le cadre. Alors, deuxième chose qui est très importante, c'est la notion de tangence, qui a toujours été un problème à définir en géodiscrète. Et puis là, en fait, avec ce cadre, ça devient extrêmement simple. Qu'est-ce que ça veut dire quand on a un ensemble de points qui est à l'intérieur d'une forme X? Donc on a un sous-ensemble A de X. On va dire que ce sous-ensemble, il est catangent, si et seulement si, quand je regarde l'ensemble des cellules intersectées de dimension K de l'enveloppe convexe de A, eh bien, je dois rester dans l'ensemble des cellules de dimension K touchées par X. Voilà. Et donc, on dit après qu'il est simplement tangent ou tangent plein si la relation tient pour tous les cas. Et donc, voilà des exemples de sous-ensembles tangents. Donc, on voit les deux points verts là sont tangents puisque ça reste dedans. Tout cet ensemble de points verts est aussi tangent, ça reste dedans. Et à l'inverse, si je prends ces sous-ensembles-là, ben, ils ne sont pas tangents parce qu'ils ne restent pas dans cette espèce d'enveloppe donnée par les cellules. Et par exemple, si on regarde en 2D, ce qui se passe, eh bien, les ensembles tangents qui sont pleinement convexes et maximaux, c'est-à-dire qui sont inclus dans aucun autre, eh bien, on retombe sur la couverture tangentielle qui a donné plein de résultats intéressants en 2D. Et donc, c'est une autre manière de les définir qui permet de retrouver un objet qu'on connaissait bien en 2D. Et en fait, on retombe exactement dessus. En tout cas, pour des contours qui sont simples. Mais ce qui est mieux, c'est de voir qu'est-ce qui se passe en dimension supérieure, parce que c'est une question qu'on s'était posée, c'est ce qu'on pouvait définir des facettes comme étant des morceaux de plans arithmétiques, etc., qui sont inextensibles en dimension supérieure. Et en fait, la réponse était négative. Quand on prenait la définition de la couverture tangentielle usuelle en 2D et qu'on l'étendait en 3D, en réalité, il y a plein de morceaux de plans inextensibles qui ne sont pas tangents. Donc en fait, on était un peu coincé pour aller en 3D. Alors qu'avec cette définition, en fait, eh bien, la tangente s'étend en dimension quelconque et élimine naturellement en fait, ce que l'on a là, vous voyez, les espèces de coupes problématiques. Non, on est sûr que si on a des ensembles qui sont tangents, qui sont définis comme étant tangents, eh bien, effectivement, ils restent en fait tangents à notre forme d'intérêt. Tout ça, ça vient du fait que leur enveloppe convexe doit rester proche de la surface. C'est ça que ça veut dire. Alors, dernière application, on peut avoir du coup un algorithme de reconstruction par morceau de surface discrète. Alors, on part du complexe de Delaunay de X, et puis on va filtrer ce complexe de Delaunay de X pour ne garder que les cellules de Delaunay dont les sommets sont tangents à X. D'accord ? Donc, on va filtrer ces choses-là. Alors, on pense que c'est une bonne idée parce qu'on sait que, par exemple, si on était sur un objet qui était pleinement convexe, voilà, en fait, en réalité, on va retomber sur l'enveloppe convexe. Donc, on a une représentation qui est intéressante. Et puis, pour des surfaces plus générales, en fait, on obtient une reconstruction qui a deux propriétés très intéressantes. C'est que, d'une part, elle est proche de l'ensemble initial. On peut montrer qu'elle est à Hausdorff distance maximum de 1. Et d'autre part, elle est réversible. C'est-à-dire que si on la rediscrétise, on retombe exactement sur l'ensemble initial.
Et notez qu'on n'aurait pas pu juste essayer de filtrer le complexe de Delaunay avec un critère du genre je ne contiens pas dans mon simplex de points de l'extérieur. Ça n'aurait pas marché, vous voyez, ça aurait rajouté toutes les facettes rouges, ce qu'on appelle des slivers, et du coup, la reconstruction n'aurait pas été jolie. Tandis que là, au milieu, c'est notre construction, et on obtient un truc qui est bien joli. Alors, pour terminer, quels sont les avantages de la convexité pleine? D'une part, c'est une définition qui est assez naturelle, et puis qui utilise simplement le fait qu'en fait, d'habitude, on ne regarde que ZD, là, on va regarder le complexe cubique, donc on a plus d'informations. Ça garantit enfin les propriétés topologiques qu'on attend de la convexité, la connexité et la simple connexité. On a plusieurs caractérisations morphologiques, je vous ai représenté qu'une, mais il y en a d'autres, en fait, et ça permet du coup des algorithmes de calcul de cette convexité. Et puis, les objets traditionnels de géométrie discrète rentrent dans ce cadre, notamment les plans arithmétiques. On obtient une définition de tangence, et puis comme application, un algorithme simple de polyédrisation qui est réversible. Le seul défaut, c'est qu'en fait, c'est un petit peu plus lent parce qu'en réalité, on doit tester plus de dimensions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste tester la dimension 0, il faut tester jusqu'à la dimension maximum. Et c'est vrai que du coup, très naturellement, quand on monte en dimension, c'est plus lent. Voilà. Bon, il y a plein de perspectives à ces travaux, mais je ne vais pas vous embêter avec ça. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Olivier. Est-ce qu'il y a des questions?